Voilà, bonjour à tous et à toutes. On va discuter du développement de l'adolescent et des différentes étapes, que ce soit au niveau du corps physique ou au niveau cérébral, de tout ce qui se passe à cette zone-là chez les garçons et chez les filles. On va voir les deux côtés. On y va. Alors, première question pour vous qui est 1. Quand c'est que ça commence l'adolescence? Et surtout, question très importante, quand c'est que ça finit? Alors, je vous laisse juste quelques secondes pour réfléchir à ça, de savoir quand commence cet âge de la vie et quand c'est qu'il finit. Est-ce que vous avez déjà ces genres de notions en tête ou pas? Juste réfléchissez à ça. Et quand vous avez ça dans votre tête, on y va pour discuter de ces choses-là. Alors l'adolescence, ça va être une salle d'attente. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que au 19e siècle, la maturation physiologique, donc l'arrivée des règles, la maturation physique, elle arrivait plutôt vers 16-17 ans. Et la maturation psychosociale, donc le fait d'être déjà autonome, de pouvoir déjà travailler, d'avoir certaines places dans la société en tant qu'adulte, comme ça, apparaissait plus tôt. Et du coup, on était mature sur le plan autonomie et psychologie plus jeune que ce qu'était le physique. Mais avec les années qui passent, la maturation physiologique a diminué. Donc maintenant, les adolescents ont un début de puberté qui est plus tôt, environ vers 13 ans. On verra exactement les âges clés tout à l'heure, mais disons 13 ans ou un peu moins, donc entre 11 et 13, on va dire ça comme ça. Et la maturation, par contre, de l'autonomie psychosociale, elle arrive beaucoup plus tard, parce qu'on va à l'école, on fait des études, on va à l'université, et on a une dépendance, par exemple financière ou sociale, qui arrive beaucoup plus tard. Et ça va faire un concept qui est du coup assez nouveau dans le côté de l'adolescence, qui est la salle d'attente, c'est-à-dire qu'il y a toute une période où physiquement l'adolescent est mature, mais psychologiquement et au niveau de l'autonomie, c'est pas encore le cas. Et du coup, il y a une espèce de zone de flou, une zone de transition avant qu'il puisse s'insérer dans la société et dans le monde autour de lui. Donc c'est le concept de la salle d'attente. Et si on avance sur les étapes de l'adolescence, dans cette salle d'attente, il y a 3 grandes étapes clés qui vont à chacune travailler l'exploration, travailler le côté de la socialisation et travailler l'autonomisation. Donc ça va être 3 grandes choses à faire dans ces différentes étapes. Et donc dans ces étapes-là, on va avoir la première qui est 10-14 ans avec une question vraiment très importante, c'est est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis comme les autres ou est-ce que je suis différent? Au deuxième étape, on va avoir le milieu, 15 à 17 ans, et ça va être la construction identitaire, qui je suis. Qu'est-ce qui fait que je suis différent? C'est quoi en fait le moi? Et qu'est-ce qui me définit comme ça? Et la troisième étape, qui va être 18-25 ans environ, c'est où vais-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Et dans ces 3 étapes clés qui sont vraiment des étapes, on va juste garder le mot étape, à passer dans la vie comme ça. Au niveau de l'adolescence, il faut pouvoir passer les 3 parce que sinon on peut être bloqué dans certaines et on a des problématiques de santé qui peuvent être sur la première, celle du milieu ou la dernière et qui sont typiques de ces étapes-là où on va essayer d'aider les jeunes à résoudre les problèmes de cette étape. À chaque fois, on travaille l'exploration, on travaille par la socialisation et par l'autonomisation pour avancer dans ces 3 étapes clés du développement des adolescents. Alors, si on les reprend avec un tout petit peu plus de détails, la première étape, de 10 à 14 ans, au niveau du cerveau, du développement psychologique, on a un raisonnement qui est une pensée concrète, avec des émotions qui sont souvent très intenses, comme on va le voir juste après. Mais cette pensée concrète, c'est-à-dire que imaginer le futur, imaginer ce qu'un acte pourrait faire et l'effet des causes futures, comme ça, est très très difficile pour un adolescent dans les premières étapes parce qu'il n'a pas les circuits cérébraux qui lui permettent de réfléchir au futur et à ce qu'il fait. Donc,
Il est là, il voit avec ce qu'il a, il réfléchit avec ce qu'il a et il a de la peine à se projeter plus loin. Au niveau de l'image de soi, il y a beaucoup de préoccupations qui sont centrées sur les changements corporels, parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la puberté qu'on va voir, et ça fait plein de distorsions du corps, et du coup, est-ce que je suis normal, est-ce que ces changements qui m'arrivent à moi sont quelque chose de normal ou pas. Au niveau des relations, on va avoir un début de la différenciation des parents, avec une très forte identification au père. Donc c'est la première fois où l'enfant, en fait, va sortir un peu du modèle de la famille et va venir essayer de trouver d'autres modèles dans la société, et notamment envers ses amis, qui vont être les personnes de référence et celles qui ont tout compris à la vie par rapport à ses parents. Dans la phase du milieu, 15 à 17 ans, le raisonnement change, on commence à avoir une grande conscience de soi-même, puisque c'est la phase de développement de soi-même et la construction identitaire, avec une période qui est très égocentrée. Donc les adolescents, dans cette période-là, pensent principalement à eux, parce qu'ils sont en train de se construire. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. On a une image de soi avec une affirmation du soi, notamment par l'apparence. Donc le look change drastiquement, on rentre dans des courants, notamment avec certains groupes, où tout d'un coup on est habillé exactement, si vous les voyez dans la rue, tous ceux d'un groupe, ils sont tous habillés exactement pareil, ils ont la même coupe de cheveux, ils ont presque les mêmes baskets, les mêmes pantalons, parce qu'ils sont dans la phase de cette identification et d'appartenance à un groupe. Au niveau relation, on peut avoir plus de conflits avec les parents parce que l'appartenance au groupe est encore plus importante que dans la phase précédente, vu qu'on est dans la phase de construction identitaire, et du coup le groupe vient nourrir cette construction identitaire. Au niveau des comportements, on a plus d'impulsivité dans cette phase-là, avec pas mal de phénomènes exploratoires et de comportements exploratoires qui peuvent mener à des prises de risques, et on va en rediscuter juste après. Dans la dernière phase, qui est après 18 ans, on ne sait pas exactement quand elle se termine. Alors, on peut dire l'autonomie financière, on peut dire le fait d'avoir trouvé un travail, le fait d'avoir quitté le domicile familial, mais actuellement, la science n'est pas du tout claire sur quand cette adolescence, elle se termine. On peut parler de la maturation cérébrale, 25 à 30 ans, ça fait une longue adolescence, mais il y a pas mal de chercheurs qui mettent un peu la clôture à ce moment-là. Pourquoi pas? Donc, plus que 18 ans, on rentre dans un raisonnement qui est plus de la capacité d'abstraction. Donc on va vraiment pouvoir commencer à anticiper le futur. Quand je fais ces causes-là, il y a ces effets qui apparaissent. Et du coup, une anticipation des actes beaucoup plus raisonnée comme le ferait un adulte. Si je fais ça, je risque de me faire mal, donc je ne vais pas le faire. Un adolescent plus jeune va faire, en fait, si je fais ça, je ne vois pas le problème, donc je le fais, et puis on verra bien, quoi. Il y a quelque chose d'un peu plus calme et d'un peu plus apaisé, parfois, qui peut arriver dans le raisonnement. Au niveau de l'image de soi, normalement, si cette phase se passe bien, on a une acceptation qui se fait du corps et une stabilisation aussi de tous les changements de la puberté qui sont normalement plus ou moins terminés avec une image corporelle, une construction identitaire qui devrait être bien faite et qui permet de continuer d'avancer dans la vie. Et au niveau relationnel, on a une relation qui est plus d'adulte à adulte, on peut avoir une différenciation, autonomisation avec les parents, mais le jeune commence à avoir un raisonnement qui est plus celui d'un adulte, ce qui permet d'équilibrer un peu le niveau de communication. Et c'est aussi les âges où le côté couple et relationnel peut être un peu plus stable. Tout ça, c'est la théorie, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être différentes dans la pratique. Pour chaque adolescent, cette période est très différente. Et si vous prenez des adultes, il y en a beaucoup qui ont encore des problèmes dans certaines phases de l'adolescence, parce que c'est une phase extrêmement importante où il y a des choses qu'on n'a pas bien construites ou sur lesquelles on n'est pas très sécure, et du coup qu'il faut aller retravailler plus tard à l'âge adulte. Comme ça, vous avez la théorie. Alors, autre question pour vous.
Donc la puberté, on va voir exactement les âges de début. On n'a pas vraiment d'âge de fin. Maintenant, quel est le premier signe de la puberté chez la fille? Et quel est le premier signe de la puberté chez le garçon? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. Premier signe de la puberté chez la fille et premier signe chez le garçon. Donc quand on dit signe, on dit transformation physique, notamment. Quand vous avez votre réponse en tête, on y va avec les filles. Donc les filles, au niveau médical, on dit que la puberté normale débute entre 8 et 13 ans. Avant 8 ans, c'est une puberté précoce pour une fille et après 13 ans, c'est une puberté tardive. Et il n'y a pas de date de fin, comme je vous l'ai dit juste après. Le premier signe chez la fille, c'est l'élargissement de l'aréole mammaire. Donc c'est vraiment la partie un peu foncée au niveau du sein qui va s'élargir comme ça et devenir un peu plus grosse. On va avoir l'apparition de la pilosité et des changements de la peau qui peut devenir un peu plus grasse. On a le développement des organes génitaux externes au niveau de la vulve, au niveau du pubis, des grandes lèvres, et aussi le développement des seins qui va se faire dans le même temps. On va avoir l'apparition des règles qui peut arriver 1 à 2 ans après le début de la puberté, qui est très souvent irrégulier au début, donc c'est pas du tout grave s'il y a des règles irrégulières pendant même 1 à 2 ans quand elles commencent. Et on va avoir un pic de croissance qui va se mettre en place d'environ 9 cm par an et qui se poursuit 2-3 ans après les règles. Donc à partir du moment où les règles arrivent, vous savez que les filles ont encore 2-3 ans où elles vont grandir à peu près à coup de 8-9 cm par an. Donc on peut gagner encore entre 20 et peut-être 25-26 cm. On va avoir le changement du morphotype chez la femme avec vraiment une prise de poids qui est très importante, qui est de 23 à 34 kg. Et ça, c'est ce qui est normal et on n'en parle jamais. Et c'est extrêmement difficile pour les filles parce que c'est des changements qui sont très très importants et qui, dans une société de la minceur où on a le culte de la personne vraiment très mince comme on la voit sur les magazines, prendre 34 kilos qui est peut-être le double du poids à l'adolescence, ça peut être très 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 mal perçu sur un plan psychologique et pourtant c'est la physiologie normale du corps. Il va y avoir une répartition de la masse graisseuse, notamment sur les hanches, qui sont une zone à cause des hormones qui vont plus stocker les graisses. Et on va avoir une augmentation de la masse grasse chez les filles qui est plus importante que chez les garçons, avec une prise de 5% à 20% de la masse grasse qui vont contribuer aux nouvelles formes corporelles, que ce soit par une accumulation au niveau mammaire, au niveau des seins, ou au niveau des hanches et des cuisses. Donc ça, c'est des chiffres qui sont très très importants à connaître parce que c'est la physiologie normale du développement de la puberté chez les filles et on n'en parle jamais et ça peut être très très difficile pour elles de vivre tous ces changements-là et parfois ça se passe bien et c'est ok. Hop, chez le garçon. Alors, le garçon, lui, c'est un petit peu plus tard, la puberté. L'âge de début, c'est 9 ans. Donc, avant 9 ans, c'est une puberté précoce. Après 14 ans, c'est une puberté tardive. Le premier signe chez le garçon, c'est l'augmentation du volume du testicule. C'est ça, donc le testicule va devenir plus gros et c'est ça notre premier indicateur que la puberté arrive, qui va être suivi par la pilosité au niveau du pubis, au niveau des aisselles, sur le visage, au niveau de la moustache, au niveau de la barbe. On va avoir des premières éjaculations qui sont souvent nocturnes et souvent involontaires et qui marquent un développement dans la maturation du système de la reproduction. On a un développement génital avec le pénis qui va s'allonger, le scrotum qui va changer de couleur, qui va devenir légèrement plus foncé et qui va changer aussi un peu de texture. Et on a, ça le signe que tout le monde connaît, la mue de la voix, avec la voix qui devient un petit peu plus grave à cause de l'élargissement de la musculature des cordes vocales. On va aussi avoir un développement de la masse musculaire chez le garçon qui va prendre beaucoup plus de muscles
que de masse graisseuse, ce qui est du coup l'inverse chez la fille, avec une répartition aussi de la musculature qui est plutôt au niveau des épaules, au niveau du tronc, et des garçons qui vont comme ça épaissir au niveau de la silhouette en largeur. Et on peut avoir des manifestations transitoires qui sont aussi importantes à noter parce qu'elles peuvent être difficilement vécues par le garçon, qui sont des gynécomasties, donc un développement au niveau des bourgeons mammaires. On peut avoir vraiment comme une petite boule sous le bourgeon mammaire qui fait penser que un sein est en développement chez le garçon. Mais en fait, c'est juste l'effet des hormones qui va développer un tout petit peu des canaux lactifère donc du bourgeon mammaire et qui normalement est transitoire et la majorité du temps ça disparaît après une année avec l'adolescence qui avance. Quelquefois ça reste et ça peut devoir mener à des opérations. Et chez certains garçons qui sont en surpoids, l'effet du surpoids peut augmenter les œstrogènes et on peut avoir véritablement une forme, une silhouette d'un sein qui se dessine à cause de l'accumulation de masse grasse, ça c'est une des choses, mais aussi parce qu'il y a plus d'œstrogènes et du coup ça vient, comme pour une fille, développer un sein avec une forme pas tout à fait comme chez la femme, beaucoup moins rond et beaucoup moins fini, mais ça peut être le cas chez un adolescent qui est en surpoids. Au niveau un peu des chiffres, donc la croissance chez le garçon, c'est plus 10,5 cm par an contre 9 chez la fille. Et le gain de poids total, c'est environ 40 kg. C'est énorme. On va doubler le poids quasiment à l'adolescence. Et la fin de croissance, donc c'est pas comme chez la fille où on sait qu'après les règles, il y a 2-3 ans de croissance. Chez le garçon, ça commence et on dit environ vers 18 ans, mais si on commence un peu plus tard, on peut grandir un peu plus tard. Donc le garçon peut récupérer un peu des centimètres à la fin d'adolescence. Si la fille a commencé à grandir sa puberté à 8 ans, et ben les règles vont arriver beaucoup plus vite et du coup elle va avoir une taille beaucoup plus petite au final parce qu'elle n'aura pas eu les années d'avant où elle a pu grandir. Donc ça c'est des choses qu'on peut retenir au niveau des chiffres. Alors au niveau des changements hormonaux à l'adolescence, il y a plusieurs choses très intéressantes au niveau du sommeil. On a un décalage de la mélatonine par rapport à l'enfant ou à l'adulte. Et la mélatonine, qui est l'hormone qui donne l'heure dans le cerveau et qui permet au cerveau de passer en mode de sommeil, va être retardée de 1 à 2 heures. Ça veut dire qu'un adolescent va s'endormir naturellement 1 à 2 heures plus tard qu'un enfant ou qu'un adulte. Et ça, c'est hyper important à savoir parce que c'est normal, c'est pas qu'ils font exprès, c'est pas que à cause des écrans, c'est aussi biologique d'avoir ce relâchement plus tard de la mélatonine. Et du coup, quand on voit le système scolaire qui fait commencer l'école beaucoup plus tôt, c'est une catastrophe pour les ados parce que c'est pile l'inverse de ce qu'ils font, de ce qu'il leur faut. Et ça crache la concentration et les résultats scolaires. Et dans les études qui ont décalé l'école 1 à 2 heures plus tard, tous les adolescents ont des scores de concentration et des notes qui augmentent sans rien changer au système scolaire, juste parce qu'ils dorment plus et qu'ils sont moins en déficit de sommeil. Donc on a ce changement qui peut causer passablement de problèmes. Au niveau de notre axe de l'hypophyse et de l'hypothalamus, qui va déclencher en fait l'adolescence, on a des changements dans les hormones qui vont contrôler l'axe sexuel au niveau hormonal, avec des œstrogènes qui vont être augmentés chez la fille et qui vont être le responsable de toutes les transformations sexuelle secondaire et primaire chez la fille, et on va avoir la testostérone qui est augmentée chez le garçon, qui va donner tous les changements sexuels qui sont liés à un garçon et au côté masculin. Ça peut augmenter jusqu'à 20 fois, donc il y a vraiment des gros changements hormonaux qui vont transformer le corps, transformer le cerveau et mettre en place tous les changements dont on a discuté juste avant. Maintenant, on a aussi des changements osseux à l'adolescence et on va gagner 40% de notre capital osseux avant nos 25 ans. C'est là qu'on va construire la majorité de notre os. Et après 25 ans,
on ne construit plus d'os. Donc ça, c'est très très important parce que on va créer de l'os, donc on va accumuler de l'os, accumuler pour rendre l'os plus solide, plus dense et plus fort. Et après, dans notre vie, eh ben, ça va stagner et on va le perdre. Donc, on pense à tous ces adolescents qui peuvent, par exemple, avoir des problèmes de comportement alimentaire, où il y a une densité osseuse qui est plus faible, parce qu'on ne mange pas assez, on va créer moins d'os, et du coup, on va arriver à 25 ans avec un capital d'os qui est beaucoup plus bas qu'un adolescent normal. Et du coup, quand on va commencer à perdre de l'os très rapidement, on peut avoir des ostéoporoses avec des fractures qui arrivent à l'âge adulte relativement jeune parce que notre os est vraiment fragile. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à connaître. Toutes les maladies de l'os, toutes les maladies qui diminuent la prise alimentaire peuvent du coup vraiment diminuer le capital d'os et avoir des conséquences très importantes pour la suite de la vie. Et ça, on ne peut pas le rattraper après, même si on prend du calcium ou des compléments. Maintenant, petite question pour vous, le développement cérébral. Combien de connexions neuronales on perd à l'adolescence? Alors, je ne vous demande pas un chiffre précis, ça peut être 5%, 10%, 30%, 40%, 50%. Combien un adolescent y perd de connexions entre les neurones, pas de neurones eux-mêmes, vraiment les connexions qui sont entre les neurones, à l'adolescence? Faites un petit chiffre dans votre tête. Quand vous l'avez... Alors, à l'adolescence, on va perdre 40% de nos connexions entre les neurones. Donc, on a le même nombre de neurones, mais toutes les connexions qu'ils ont fait, et les enfants ont des milliards et des milliards de connexions, on en perd 40% pendant l'adolescence, selon ce petit dicton qui dit « use it or lose it ». Ça veut dire que les connexions qui vont être utilisées à l'adolescence, parce qu'on fait du sport, ou parce qu'on a certaines habitudes de vie, ou certains intérêts, on va les garder à l'âge adulte, et celles qu'on n'utilise plus, on va les perdre. On va prendre un exemple. Un adolescent qui aime lire et qui lit pendant toute son adolescence va arriver à l'âge adulte avec des circuits cérébraux qui vont aimer probablement la lecture parce que c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé. Imaginons qu'il faisait du dessin quand il était enfant mais qu'il n'en fait plus du tout à l'adolescence. Il va arriver à l'âge adulte, il aura perdu un grand nombre de ses connexions qui lui permettait de faire du dessin parce qu'il ne les a pas utilisés. Donc on peut réfléchir comme ça à tous les comportements et toutes les habitudes de vie qu'on aurait envie de pouvoir sélectionner, si je peux dire ça, pour que nos ados ils puissent arriver à l'âge adulte avec le cerveau le mieux câblé possible. L'autre chose qui va changer, c'est qu'on va avoir une myélinisation des axones. Donc on a les gaines de myéline en jaune là, qui vont se mettre autour de l'axone, ce qui va accélérer la conduction nerveuse et qui va surtout améliorer la capacité de distinction des informations nerveuses et la vitesse de traitement de l'information. Donc dans tout ça, le cerveau devient beaucoup plus spécialiste en gardant certaines connexions et certains chemins qu'il a beaucoup travaillé pendant l'adolescence et il devient beaucoup plus efficace pour utiliser ces connexions. Donc, toutes les mauvaises habitudes qu'on prend à l'adolescence, elle va probablement les garder à l'âge adulte et ce sera plus difficile de s'en débarrasser. Toutes les bonnes habitudes qu'on prend, ce sera la même chose, on va les amener avec nous et elles seront plus faciles à garder. Hop. Maintenant, l'adolescent a un point de vue égocentré, comme on l'a vu déjà dans le développement. On a pu tester ce genre de point de vue. Donc là, il y a un adolescent qui est face à ses étagères avec des camions comme ça, et il y a le directeur qui est derrière les étagères. Il y a des étagères qui sont masquées, il y a des étagères qui sont ouvertes, et le directeur va demander à l'adolescent de bouger le camion qui est le plus en haut d'un cran à gauche. Donc, normalement, on s'attendrait à ce que l'adolescent bouge ce camion bleu un cran à gauche, puisque le directeur qui est en face voit le camion bleu, mais ne peut pas voir le camion blanc parce qu'il est caché.
Sauf que les ados prennent le camion blanc et le décalent à gauche la majorité du temps. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la place du directeur et se dire « Ok, si j'étais en face, cette box-là serait cachée et du coup, je ne peux pas voir ce camion. Donc en fait, il me parle de ce camion-ci et qu'il faut décaler. » Donc tout ça, c'est dû à l'immaturité du cerveau qui est en train de se développer et qui va permettre, au fur et à mesure de l'adolescence qui avance, de pouvoir développer cette capacité de pouvoir prendre le point de vue d'autrui et un raisonnement et une perception beaucoup plus abstraite de la vie plutôt que concrète. Je suis là, je vois le camion, c'est lui qui est le plus en haut, l'autre je ne sais pas ce qu'il voit et ça ne m'intéresse pas et hop, je décale comme ça. Donc l'adolescent va interpréter le monde à travers sa façon de voir les choses et il a de la peine à pouvoir en sortir. Ce qui, du coup, est à garder en tête quand on leur demande de faire des choses ou qu'on s'énerve contre eux ou parce qu'on leur dit « mais pourquoi tu ne penses pas comme ci ou pas comme ça tu devrais pouvoir comprendre ça ». Mais en fait, ils ne peuvent juste pas parce qu'ils n'ont pas les câblages. C'est comme s'ils n'avaient pas de bras, on ne va pas leur demander d'aller scier une bûche, quoi, parce qu'il ne peut pas tenir la scie. C'est exactement la même chose par rapport au cerveau. Alors au niveau de la maturation, on va avoir des gros changements dans le cerveau. Ce qu'on a pu voir dans les études, c'est que la maturation se fait plutôt de l'arrière du cerveau et progresse vers l'avant, comme ça tout au long de l'adolescence. Et les zones du front vont vraiment finir de maturer entre 25 et 30 ans. Et ça peut être une des dates qui est retenue par les scientifiques pour la fin de l'adolescence, parce que c'est la fin de toute une étape de maturation du cerveau. Qu'est-ce qui se passe du coup à cause de cette maturation qui est asymétrique de l'arrière vers l'avant? Ce qui va se passer, c'est que les parties émotionnelles, donc le système limbique qui est plutôt dans le lobe temporal et dans le centre du cerveau, va être mature plus tôt. Ça veut dire que l'accélérateur émotionnel, il va au début d'adolescence, 13-14 ans, être déjà très très fonctionnel et pouvoir déclencher des émotions vraiment fortes. Par contre, le cortex préfrontal, qui est le cerveau du front, et qui est le frein, le principal frein émotionnel, est de pouvoir réfléchir, de la pensée abstraite, la planification, l'organisation. Lui, il va maturer jusqu'à 25-30 ans, mais du coup beaucoup plus tard. Donc on a un accélérateur émotionnel qui est vraiment puissant et on a un frein qui est un peu nul et du coup ça va faire que les adolescents peuvent ressentir des très fortes émotions et avoir des prises de risques en lien avec ça, notamment parce qu'ils n'ont pas les freins et du coup c'est de nouveau un câblage du cerveau, ils ne peuvent pas forcément bien freiner les émotions et ça fait partie de leur développement. Si on voit ça sous une autre forme, on va donc avoir un pic de sensibilité au niveau émotionnel dans notre système limbique, l'amygdale et le striatum en font partie, avec vraiment des réponses aux émotions qui sont très intenses et qui vont déclencher des stimulations de notre système de la récompense, avec un pic de recherche de sensations dans les études qui arrive vers 19 ans. Donc ça va monter, 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 monter. Et là, on commence à avoir des freins de plus en plus puissants et une maturation du système de la récompense aussi qui change. Et du coup, on a moins besoin d'aller chercher des émotions fortes comme le ferait un ado. Mais du coup, on a vraiment toute une fenêtre qui est là et du coup qui va entraîner des comportements à risque ou la recherche de sensations ou d'émotions intenses. Et ça, c'est normal avec le câblage au niveau du cerveau. C'est très très différent d'un ado à l'autre, mais globalement, c'est ça qu'on voit. Au niveau cognitif, donc notre cortex préfrontal qui va permettre de faire le stop au niveau émotionnel, la planification, la mémoire de travail et plein d'autres choses très très importantes comme la pensée abstraite. Donc ces fonctions exécutives, elles vont monter mais plus de manière linéaire comme ça. Et elles vont se développer au fil du temps et vers 25-30 ans, elles vont arriver et être à peu près matures et du coup vont pouvoir permettre de mieux contrôler le côté émotionnel et notre système de la récompense. Et on rentre dans une réflexion vraiment beaucoup plus adulte à ce moment-là. Les adolescents, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a vraiment ce qu'on appelle une quête de la dopamine. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur dans le cerveau qui va en fait être très important pour la motivation,
pour les apprentissages et pour le développement de certaines habitudes. Les enfants et les adultes ont un équilibre entre le nombre de dopamine, de neurotransmetteurs de dopamine qui sont relâchés par le neurone et les petits récepteurs en face qui viennent attraper cette dopamine. Et ça, c'est équilibré et ça fait qu'ils n'ont pas forcément besoin d'une recherche de dopamine excessive parce que le système fonctionne bien. Ce qu'il y a à l'adolescence, c'est qu'il y a autant de neurotransmetteurs de dopamine. Le premier neurone, il en relâche autant. Par contre, le deuxième neurone, il a beaucoup plus de récepteurs. Donc, l'effet que ça fait, c'est que la majorité du temps, les récepteurs de la dopamine, ils sont vides. Et comme ils sont vides, ils envoient des signaux de manque et des signaux presque de sevrage, comme ça, au cerveau. Et ça va entraîner l'adolescent à rechercher sans arrêt de nouveaux comportements, parce que la dopamine crée de la lassitude dans les habitudes. Donc il va chercher plein de nouveaux comportements et ça va entraîner les comportements exploratoires et la prise de risque pour essayer de combler en fait ce manque de dopamine et de recréer, relâcher le plus de dopamine possible pour pouvoir activer les récepteurs. C'est aussi pour ça que les adolescents sont beaucoup plus sensibles que les adultes et les enfants à tout ce qui est substance psychoactive et qui peut agir sur ces récepteurs. Donc on peut avoir les jeux vidéo qui sont des excellents créateurs de dopamine. Les téléphones et les écrans, c'est conçu exactement pour ça et pouvoir stimuler la dopamine et nous voler notre temps dans notre vie. Les consommations, c'est exactement la même chose. Les amis et la socialisation vont faire beaucoup de dopamine, ça c'est très important. Et tout ce qui est, par exemple, activité un peu extrême et prise de risque vont créer aussi de la dopamine. Donc il y a plein de choses qui vont être dues à ce manque et ce sevrage neurobiologique du cerveau des adolescents et qui peuvent expliquer la prise de risque. Alors, en médecine, on parle des fois de l'effet pote et du cerveau social. Alors, une question pour vous, c'est: est-ce que les ados agissent différemment sous le regard de leurs amis? On en a un qui est tout seul sur le plongeoir, là, qui est un peu hésitant, et là, il y a ses potes qui sont là, et tout d'un coup, il fait triple salto, et il se balance dans la flotte sans hésiter. Alors, pour ceux qui ont des ados, vous connaissez déjà la réponse, et pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez prendre encore quelques secondes. Est-ce que les ados agissent différemment sous le regard de leurs amis ou pas? Est-ce que c'est la même chose? Et c'est pas du tout la même chose. Donc on a vraiment plein de parties de notre cerveau qui sont là pour le côté social. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à l'adolescence, les adolescents prenaient beaucoup plus de risques quand ils étaient juste avec des amis à côté qui les regardent sans rien dire de particulier, juste sous le regard des autres, ils prennent beaucoup plus de risques. Ça a été mesuré dans des études avec des simulateurs virtuels où l'adolescent a une voiture, il doit aller d'un point A à un point B le plus vite possible, et puis il y a des intersections avec des feux rouges comme ça, où il y a des voitures qui peuvent arriver et il peut avoir des accidents. Donc quand il est tout seul, l'adolescent va beaucoup plus respecter les feux rouges, va s'arrêter, va laisser les autres voitures passer, et il va prendre plus de temps pour arriver à la ligne d'arrivée que s'il y a des adolescents qui sont juste à côté de lui et qui le regardent faire l'expérience. Alors là, il va péter les scores, il va envoyer l'accélérateur tout rouge au risque de faire des accidents de la route pour essayer d'aller le plus vite possible sur la ligne d'arrivée. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes adultes et les adultes, eux, ont des résultats qui sont relativement similaires par rapport aux adolescents. Donc on sait que l'adolescent a plein de facteurs de risque qui vont lui faire prendre plus de risques par rapport à des conduites dangereuses ou des comportements à risque à cause de son cerveau et des transformations dans son cerveau qu'on est en train de voir actuellement. Donc dans les situations à risque à l'adolescence,
Ce qui est très intéressant, c'est que la pratique sportive imprudente, c'est la majorité des choses. C'est pas l'alcool, c'est pas le cannabis, c'est pas les drogues, c'est des choses du quotidien qui peuvent nous paraître un peu banales des fois, et en fait où les adolescents vont prendre des risques, vont se blesser, vont avoir des accidents parce que ils sont très confrontés au sport, ils font souvent beaucoup de sport, et du coup ça va être la majorité des situations qui peuvent causer des problèmes. La conduite de scooter ou la conduite de véhicules motorisés est aussi une autre grosse partie des choses qui peut mener à des, en plus, gros accidents. Le vélo, les substances psychoactives, c'est à peu près 1/5, 1/6, et puis sexualité et violence, c'est des plus petites parties de notre camembert, des situations à risque. Violence aussi, parce que probablement elle n'est pas très très bien détectée, et il y en a peut-être il y en a de toute façon beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais gardez en tête que le sport est quand même un des trucs qui va causer le plus de problèmes et le plus de risques et d'accidents chez les adolescents. Comme ça. Si maintenant on discute un tout petit peu de la puberté précoce, donc c'est quand la puberté commence beaucoup plus tôt que ce qu'elle devrait, donc avant 8 ans chez la fille et avant 9 ans chez le garçon, qu'est-ce que ça a comme effet sur l'un et sur l'autre. Alors déjà, dans les deux, il y a un décalage de maturité, et du coup, les jeunes qui ont une puberté qui commence plus tôt vont plutôt aller voir des jeunes plus âgés, parce qu'au niveau psychologique et au niveau physique, c'est à eux qui vont ressembler le plus. Ils ne vont pas rester avec leurs copains du même âge qui sont du coup beaucoup plus jeunes au niveau psychologique et physique. Et du coup, ça va, dans les deux sexes, faire des expériences précoces, que ce soit au niveau sexualité, que ce soit au niveau exploration, consommation de substances ou comportements autres comme ça, sans forcément que le cerveau soit prêt au niveau émotionnel à pouvoir gérer ça. Et ça peut causer beaucoup de problèmes. Ces expériences, elles sont trop précoces et du coup, ils peuvent être gênés. Ce qu'on voit, c'est sexualité précoce avec des risques de partenaires multiples, de conduite à risque pour les deux sexes et du coup aussi tout ce qui peut y arriver, de maladies, d'abus, de violences et ce genre de choses, parce que les ados sont du coup encore plus jeunes, ont beaucoup de peine à se projeter et sont très actifs dans le côté émotionnel. Et on a une santé mentale qui est impactée pour les deux sexes, avec beaucoup plus de troubles de la santé mentale, quels qu'ils soient, dans la puberté précoce. Et c'est deux choses où il faut faire très attention. Maintenant, chez les filles, on a une chose en plus, c'est que l'image corporelle va être beaucoup plus fragile, parce qu'elles vont avoir les caractéristiques de la puberté qui arrive plus tôt, avec la prise de masse grasse, avec la répartition des graisses qui change, et avec le poids qui augmente beaucoup, alors que les autres jeunes filles de leur âge sont beaucoup plus minces, beaucoup plus petites et beaucoup moins matures sur le plan physique, comme ça, et ça peut causer beaucoup de problèmes et de difficultés à accepter le corps, avec des problèmes d'alimentation, avec des problèmes de sport excessif pour essayer de contrôler le poids et son image. Chez les garçons, le risque en plus, c'est plutôt la délinquance et les comportements violents qui ressortent beaucoup plus dans les pubertés précoces, avec des prises de risque, de la violence, des comportements de délinquance, aussi parce que du coup ils traînent avec des plus grands, ils sont facilement comme ça sous leurs influences. Si on regarde maintenant la puberté tardive, donc après 13 ans chez la fille, après 14 ans chez le garçon, donc quand la puberté commence trop tard. Ce qu'on voit chez la fille, c'est que dans les études, ça pose pas tellement de problèmes. On a une image corporelle qui est mieux vécue parce que les filles restent minces et restent légères, si on veut, en termes de poids, plus longtemps. Et du coup, cette image de la société de la femme mince est gardée plus longtemps. C'est psychologiquement plus facile. Et ça a un certain rôle protecteur au niveau des comportements, puisque comme elles ont l'air d'être plus jeunes, elles sont moins attirantes par des jeunes de leur âge qui vont plutôt soit aller
avec des jeunes plus grands ou les filles plus matures, et du coup il y aura moins de rapports sexuels précoces et moins de comportements à risque précoce. Donc ça a un rôle relativement protecteur chez les filles et plutôt pas tellement mal vécu d'avoir une puberté tardive. Chez les garçons, par contre, c'est tout l'inverse. C'est vraiment très très difficile pour eux parce que ils ont un corps de 12 ans, mais ils ont un cerveau de 15 ans et tous leurs potes, ils sont déjà beaucoup plus grands, beaucoup plus baraques, avec du poil au menton et de la moustache, et eux, ils sont tout petits, tout fluets, tout gringalets. Et du coup, au niveau psychologique, c'est beaucoup plus dur pour les garçons d'avoir une puberté tardive parce que tout le monde va en fait se mettre à leur niveau physique, c'est-à-dire que les adultes, sans s'en rendre compte, vont leur parler comme à des gamins de 12 ans, vont les traiter comme des gamins de 12 ans, et on peut avoir plein de comportements vraiment qu'on a avec des petits-enfants alors qu'il a 15 ou 16. Et du coup, c'est très très difficile à vivre pour eux, et ça peut causer pas mal de soucis, notamment de santé mentale. Donc il faut faire très attention, surtout chez les garçons, au niveau de la puberté tardive, de les traiter comme les autres jeunes de leur âge et pas selon l'image qui nous envoie de enfants beaucoup plus jeunes. Et c'est quelque chose à garder en tête. Alors une autre question pour vous, c'est les drapeaux rouges. Quand est-ce que vous vous inquiétez à l'adolescence? C'est quoi un petit peu les choses qui vous diraient « Oh là 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 là, ça part pas bien, c'est pas la bonne direction ouh là là, celui-là il a besoin d'aide, là c'est pas bon, c'est bizarre, c'est inquiétant. » Qu'est-ce que vous avez comme signe, comme drapeau rouge pour un adolescent qui va pas mal? Prenez encore quelques secondes pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qui vous inquiète? Alors au niveau des drapeaux rouges, dans l'âge bête, qui est une expression mais vraiment pourrie parce qu'il n'y a pas d'âge bête à l'adolescence, c'est juste un âge de transformation et c'est les adultes qui ont surtout beaucoup de peine à comprendre que ces transformations sont normales et ils trouvent les ados bêtes mais ils ont un peu oublié qu'ils sont passés par là en général. Donc dans cet âge d'adolescence, il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire nous inquiéter. Des plaintes physiques fréquentes, maux de ventre, maux de tête, des symptômes qui reviennent tout le temps. Ça peut être des signes de mal-être mental, bien sûr. Il y a plein de problèmes psychologiques qui peuvent influencer le corps, mais il y a plein de maladies qui peuvent débuter à l'adolescence dues à tous les changements hormonaux et physiques. Donc, des plaintes fréquentes, ça, c'est pas bon. On garde en tête. Un repli sur soi, un isolement et un changement fréquent d'amis, c'est pas du tout bon non plus, puisque la socialisation est super importante pour pouvoir se créer une identité personnelle, une identité sociale et une appartenance à un groupe. Donc, isolement, pas du tout bien. Une baisse soudaine du rendement scolaire et des notes, un adolescent qui est en train de se cracher au niveau scolaire et qui manque de plus en plus l'école, ça c'est vraiment un gros drapeau rouge. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup il n'arrive plus à se mobiliser à l'école? Est-ce qu'il y a un souci dont il n'a pas parlé? Est-ce qu'il est complètement pris dans ses pensées parce que, je sais pas, il a fait une bêtise, il se fait agresser ou une autre chose? Donc ça un gros drapeau rouge. Un ado qui a aucun projet, aucun rêve, aucune perspective d'avenir, et en ce moment, il y en a beaucoup qui ont de la peine à se projeter dans le futur avec toutes les nouvelles qui ne sont pas forcément très réjouissantes de notre Terre et notre monde, comme ça. Mais ça, c'est très très embêtant parce que du coup, ils n'ont pas d'entrain, ils n'ont pas de sens à leur vie. Et c'est la dernière étape de notre adolescence, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie et de notre existence sur Terre. Et quand on n'a aucun projet, aucun rêve, on a très peu de motivation et on part très très vite sur les écrans à juste perdre un peu son temps et perdre un peu sa vie. Donc, on garde ça en tête. Des émotions très volatiles avec une impulsivité vraiment extrême. Dès qu'on dit un truc, bam, il part comme ça au quart de tour. Ça peut arriver à certaines phases de l'adolescence,
mais il faut garder que c'est quand même un peu aller voir ce qu'il y a derrière, de pourquoi tout d'un coup il s'énerve comme ça. Et si on peut avoir par exemple des disparitions d'argent à la maison ou des petits délits qui sont commis, de pourquoi il a besoin de ce genre de choses, pourquoi il fait des comportements à risque, pourquoi il a besoin d'argent. Et tout ça, c'est des drapeaux rouges qui doivent nous alerter et aller un peu creuser plus loin de qu'est-ce qui se passe et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut aider ce jeune. Pour faire ça, on a un outil qui est extrêmement pratique qui s'appelle le HEADS, donc qui est une anamnèse systématique, donc qui permet de balayer les différents plans importants de l'adolescent. Là, sur le plan psychosocial, et après on a des anamnèses systématiques sur le plan physique, qui sont plutôt les anamnèses médicales. Mais sur le plan psychosocial, donc on va balayer un peu le milieu de l'habitation, ça c'est le H, le lieu de résidence, les parents, avec qui il est, comment ça se passe à la maison. Le E, c'est l'école, la formation, où il en est, comment ça va avec ses profs, comment ça va avec les autres jeunes, est-ce qu'il y a du harcèlement, c'est quoi ses projets d'avenir, comment ça va les notes. J'ai rajouté un E pour les écrans, parce que quand ils ont inventé le HEADS, il n'y a encore pas tellement d'écran, mais là, on est obligé de le mettre. Le temps d'utilisation, le type de contenu, si c'est plutôt des jeux, des réseaux sociaux, est-ce que ça a des impacts sur le sommeil. Il y a plein de choses qui sont constructives aussi dans les écrans. Les jeunes se construisent beaucoup là-dessus, mais il peut y avoir aussi pas mal de problèmes avec par exemple du cyberharcèlement, des nudes et des choses sur le côté sexuel qui sont envoyées par les écrans, la pornographie, enfin il y a plein de choses qui peuvent être problématiques aussi. Le premier a alimentation, donc on va aller voir l'image corporelle, les régimes, ça peut être végétarien, omnivore, ou alors il fait un régime, je sais pas, vegan, pour des convictions. Il y en a plein au niveau des ados qui veulent pas faire de mal aux animaux, prendre soin de la planète, et c'est bien, mais il faut faire gaffe que leur régime aille avec la puberté. Est-ce qu'il y a des restrictions ou des comportements compensatoires, et on va aller chercher tous les signes d'un trouble du comportement alimentaire. Autre A, l'activité physique, la pratique du sport et les loisirs. On se souvient que le sport est quand même le premier endroit où il y a des incidents. Ça peut être des violences, ça peut être du harcèlement, ça peut être des prises de risques, du sport excessif. C'est pas parce qu'on fait du sport que c'est super. Un ado qui fait 18 heures de sport par semaine, c'est peut-être aussi qu'il y a un problème. Pourquoi il a besoin de faire ça? Alors peut-être c'est un sportif d'élite et il se voit devenir très performant plus tard dans ce sport-là, ou peut-être il se sent pas bien et le sport est une manière pour lui de pouvoir oublier certaines choses qui se passent à la maison. Donc faire attention de ne pas faire le raccourci. Le sport c'est bien, plus il en fait, mieux ça va. Il y a aussi beaucoup de blessures, de la fatigue et d'autres problèmes physiques qui peuvent venir. Donc, on va guigner un peu ce côté-là. Ensuite, le A, les amis, les cercles sociaux. Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il a des amis proches? Comment est-ce qu'il est entouré? Est-ce qu'il y a certains de ses amis qui ont des problèmes, qui sont peut-être déprimés, qui ont des envies de suicide, puis lui, c'est le seul confident? Est-ce qu'il y a des conflits avec ses amis, des disputes? Ça, c'est très important. Est-ce qu'ils se sont isolés? D'aller explorer ça. Le D, c'est les drogues, les consommations. Alors, on va regarder un peu toutes les consommations, le tabac, l'alcool, le cannabis, les autres substances. S'il y a des consommations, c'est un peu quelle fréquence, dans quel contexte, est-ce que c'est seul, en groupe, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça a comme inconvénient. Et s'il n'y a aucune consommation et qu'on a 18 ans, il faut aussi un peu se questionner, de savoir, ok, c'est intéressant de pas du tout avoir eu de comportement exploratoire. C'est pas forcément normal non plus. Donc c'est comme pour le sport, s'il y a zéro consommation, c'est peut-être pas normal non plus, il faut garder ça en tête et d'aller explorer un peu pourquoi il n'y a pas eu ce genre de comportement. Pour la sexualité, qui est le premier S, on va regarder un peu le côté relationnel, comment ça se passe, s'il y a déjà eu petit copain ou pas, ou petite copine, le genre, par qui est-ce qu'on est attiré, est-ce qu'il y a
des questions sur la contraception ou sur les maladies, et s'il y a déjà eu, par exemple, de la violence ou ce genre de choses. Et de nouveau, si il y a des comportements à risque, c'est un drapeau rouge, mais s'il n'y a aucune exploration de la sexualité en fin d'adolescence, c'est aussi un peu particulier, et il faut aussi garder en tête d'aller explorer comment ça se fait que ça c'est un peu gelé comme ça sur ce plan-là, ce qui n'est pas spécialement habituel. Au niveau de la santé psychique, on va aller explorer le moral, le stress, l'anxiété, la tristesse. Il y a des idées noires ou des idées suicidaires qu'on va nommer très clairement parce que c'est très très important et c'est une bonne porte d'entrée. On va aller voir s'il y a de l'isolement, s'il y a une perte d'intérêt et des signes par exemple de dépression. Et au niveau du sommeil, on va aller voir la qualité, la quantité de sommeil, les difficultés d'endormissement, s'il y a des ruminations, s'il y a des réveils nocturnes, s'il y a des cauchemars, par exemple. Et un S que je n'ai pas mis parce que je le fais sur chaque item, c'est le S de la sécurité. Et on va aller chercher absolument les violences intrafamiliales. Et est-ce qu'il est en sécurité à la maison? Pareil pour l'école. Pareil pour les écrans, tout ce qui est cybersécurité ou cyberharcèlement ou exposition par exemple à des contenus sexuels pornographiques. La sécurité au niveau alimentaire, ça c'est plus les troubles du comportement alimentaire. Pareil dans le sport, les coachs. Est-ce qu'il y a de la maltraitance? Est-ce qu'il y a des abus? Il y en a beaucoup dans le sport de haut niveau. On va aller chercher la sécurité dans le cercle des amis, parce que c'est pas toujours sécure. Pareil pour les consommations. Pareil pour la sexualité. Il y a plein de jeunes qui ont des relations qui sont des fois violentes, dont ils n'osent pas parler, ou ils sont pris dans des relations un peu d'emprise comme ça, où on va essayer de trouver en fait comment les aider et comment les remettre dans un mode de sécurité. Et la sécurité psychique, ça c'est vraiment le côté suicide, idée noire. Et le sommeil, c'est surtout si là où ils dorment, ils se sentent en sécurité. Et s'ils font des cauchemars toutes les nuits, c'est qu'il y a quelque chose dans le sommeil qui passe pas bien. Donc on garde le EDS plus le S de la sécurité. Donc en conclusion de cette petite présentation, c'est que l'adolescence, c'est une fenêtre d'opportunité incroyable parce qu'on va pouvoir complètement remodeler le cerveau, le corps pour pouvoir le transformer et faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est aussi une fenêtre de vulnérabilité parce que comme il y a beaucoup de changements, comme il y a beaucoup de transformations, il y a plus de fragilité physique et psychique. Et du coup, c'est un âge de vraiment sculpture où on peut résoudre des gros problèmes qu'on a eu dans l'enfance assez rapidement pour pouvoir repartir à l'âge adulte. Et c'est aussi un âge où on peut avoir des problèmes qui se créent et qui peuvent nous causer des soucis après à l'âge adulte. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets quelques livres que ma collègue, la professeure Françoise Dominé, a mis, qui peut vous permettre d'aller continuer un peu l'exploration sur l'adolescent et son fonctionnement.